je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. À mon avis, ça va pas être un update de lecture très long parce qu'il y a plusieurs romans sur lesquels j'ai pas grand chose à dire. Donc on verra bien combien de temps ça dure. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur L'espoir d'Eneschoff d'Anne Beragd. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Puis je vous parlerai de L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Et je terminerai cette vidéo avec La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Je vais commencer avec L'espoir d'Eneschoff d'Anne Beragd que j'avais mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et que donc je suis très contente d'avoir lu. C'est le 4e tome de la saga. Je pense que la saga avait d'abord été conçue en trilogie et puis qu'Anne Beragd a rajouté des tomes et je crois qu'actuellement on en est à 6 tomes. Je sais pas si elle en a prévu d'autres ou pas. En tout cas, de ce que j'ai compris, la plupart des gens ont vraiment préféré la première trilogie et trouvent que la suite est un petit peu moins qualitative. Pour vous replonger dans l'histoire générale, dans le premier tome qui s'appelle La Terre des mensonges, Anne Beragd va venir planter le décor d'une saga familiale norvégienne. Ça se passe dans une ferme assez austère, assez mal entretenue, et c'est l'histoire d'une famille, un couple qui a eu 3 enfants, qui sont maintenant adultes, ils mènent leur vie, il y en a juste un qui est resté à la ferme pour aider ses parents, et la mère va mourir, et donc les fils qui étaient partis vont revenir. C'est compliqué parce que c'est une famille vraiment détruite et éclatée, et surtout, un secret de famille va être révélé au grand jour, ça va venir bouleverser les destinées de tout le monde. Et dans tous les tomes, du premier en tout cas à celui-ci, on suit tour à tour les différents personnages pour mieux les connaître, pour connaître leur vie, leurs pensées, et c'est assez sympa à suivre, bien que ce soit assez glauque comme saga. Je préfère prévenir, on n'est vraiment pas dans un truc joyeux, très loin de là. Et en fait, c'est le genre de saga où il se passe pas grand chose. Mais pour autant, il y a un côté fascinant. Il y a un truc qui fait que moi je m'accroche à cette lecture. Mais je sais qu'il va jamais y avoir des actions de dingue. C'est plus dans la relation entre les personnages, c'est plus dans les petites actions du quotidien. Et Anne Beragd arrive à faire de ça quelque chose d'intéressant. Ce 4e tome n'échappe pas à la règle parce qu'on est exactement dans le même procédé. Mais le seul truc, c'est que moi, il m'a fallu, je dirais, une centaine de pages pour rentrer réellement dans l'histoire. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai laissé un long laps de temps entre la lecture de celui-ci et la lecture du tome précédent. Il y avait bien 1 an. Après, c'est pas si long, mais j'ai quand même eu du mal à me remettre dedans. Et sur un roman qui fait moins de 400 pages, c'est dommage de mettre 100 pages à replonger dans l'histoire et à se réintéresser aux destinées de chacun. Mais au bout d'un moment, c'est revenu, et alors là, le plaisir, il a été là. Et moi, j'aime beaucoup ces personnages, je les trouve très attachants. Le seul truc, c'est que, donc on va les suivre au fur et à mesure, chacun à leur tour. Mais dans la 3e partie, on suit plus que 2 personnages. Et d'ailleurs, le 4e tome, donc L'espoir d'Eneschoff, est principalement tourné autour d'eux. Et mes petits préférés, ben on les a beaucoup moins suivis dans ce tome-ci. Après, je sais qu'ils vont revenir dans les tomes suivants. Les tomes suivants, je compte bien les lire aussi parce que je suis attachée à cette saga, bien que... Vraiment, je peux vous dire, dans un livre de presque 400 pages comme celui-ci, il s'est passé très peu de choses. Et pourtant, c'est tellement bien raconté qu'on ne s'ennuie pas et qu'on se laisse prendre au jeu. Et il y a une ambiance particulière qui me plaît. Et donc, dès que je trouverai le 5e tome d'occasion, je l'achèterai et je me le garderai sans doute pour l'hiver prochain. Ensuite, j'ai lu La femme au manteau violet de Clarisse Sabart, que j'avais reçu dans la box littéraire Le Petit Colis et que j'avais hyper envie de lire parce que c'est tout à fait mon style de lecture. On est dans de la saga familiale, c'est ce que je préfère à la base. C'est vraiment mon dada, une histoire à double temporalité où on creuse des secrets qui sont arrivés plusieurs générations avant, enfin c'est vraiment ce que j'aime. Et en plus ça a été un livre assez plébiscité de manière générale sur Booktube et Bookstagram, donc j'avais envie de me faire mon avis sur ce livre, d'autant plus que je connais pas bien Clarisse Sabart, parce que pour l'instant j'ai seulement lu ses livres de Noël, enfin un seul, La vie a plus d'imagination que nous je pense, et j'avais pas trop aimé. Et malheureusement, La femme au manteau violet, j'ai pas été aussi emballée que je l'aurais aimé.
j'en attendais un petit peu plus. Mais d'abord, je vais vous raconter l'histoire avant de vous donner mon avis. C'est une histoire donc à double temporalité. On a une histoire dans le présent. C'est l'histoire de Jo en 2018. Jo, elle a une vie assez classique. Elle bosse dans l'entreprise familiale. C'est une entreprise de pompes funèbres. Elle maquille les cadavres. Je me rappelle plus du nom, de l'intitulé exact de son job. Mais bref, voilà, elle maquille les cadavres avant de les enterrer. Et elle est très joyeuse, elle a ses amis, elle est un petit peu amoureuse secrètement de son meilleur ami, mais voilà, vie hyper classique de trentenaire célibataire. Et un jour, elle va faire un accident et elle va en fait apprendre par ce biais qu'elle a un grave problème neurologique. Elle risque à tout moment de faire une rupture d'anévrisme et elle doit se faire opérer pour ça. Mais en fait, l'opération est assez risquée, donc elle sait pas trop quelle décision elle doit prendre. Est-ce qu'elle doit prendre la décision de se faire opérer ou bien est-ce qu'elle reste comme ça en vivant un danger systématiquement? Et son grand-père va lui dire, écoute, prends le temps d'y réfléchir, tu vas partir en Angleterre, te reposer et en plus, moi j'ai un secret de famille à dénouer, donc tu peux aller faire ça en même temps. Déjà, je trouve que le prétexte est un peu étrange pour nouer les deux histoires. J'ai pas hyper bien compris je vais peut-être mourir, donc je vais aller débusquer les secrets de famille. Je comprends pas trop. Mais toujours est-il qu'elle part en Angleterre et que là-bas, elle va apprendre l'histoire de Charlotte qui, en 1929, est venue de la France jusqu'à New York parce qu'elle était mariée à un homme qui était producteur de champagne, donc il venait à New York pour commercialiser son champagne et là-bas, Charlotte va tomber sous le charme de Ryan qui est un homme d'affaires assez énigmatique. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. L'histoire dans le passé, c'est toujours ce qui fonctionne, je trouve, dans ce genre de roman, c'est cette double temporalité où on a envie de comprendre le secret qui fait un peu tenir tout le livre. L'histoire dans le passé était sympathique, mais peut-être qu'elle manquait un peu de rebondissement pour moi, ça manquait peut-être de quelques secrets, de quelques révélations. Il y a une grosse révélation que j'avais pas vu venir et que j'ai trouvé sympa, mais ça manquait un peu de tension pour moi. Il y avait un côté peut-être trop linéaire. Il m'a manqué l'étincelle pour que je me dise waouh, c'est trop bien. Et elle me donnait pas forcément envie de revenir à ma lecture. Mais alors, ce qui a péché pour moi, c'est l'histoire dans le présent que j'ai pas aimé. J'ai eu l'impression de lire un roman feel good ultra stéréotypé. Les romans feel good, j'ai pas vraiment quelque chose contre ça. À certains moments, ça peut me faire plaisir de lire ça. C'est juste que quand j'en lis un, j'ai envie de savoir que je vais lire ça. Exemple, si je prends un Virginie Grimaldi, je sais que je vais lire quelque chose comme ça. Mais ici, je m'attendais à des secrets de famille sur 2 générations, un truc bien cadré, bien construit. Et toute la partie au présent, c'est vraiment un roman feel good classique avec le petit élément de tension et puis ça tourne vers un truc un peu romantique et moi j'ai beaucoup levé les yeux au ciel à ce moment-là. Le problème majeur, c'est qu'il y a beaucoup de clichés, je trouve, et beaucoup de facilité. C'est-à-dire que Jo, elle va débarquer en Angleterre avec sa meilleure amie, elles parlent toutes les deux parfaitement anglais, donc pas de souci, on communique sans problème. Et après, les gens auxquels elles vont être confrontées en Angleterre vont tout de suite leur raconter toute l'histoire de Charlotte, mais sur un plateau d'argent, donc tu dois pas te justifier. Non, reviens demain, on va tout te raconter. Tout le monde sympathise super vite et je sais pas, il y a un aspect qui fait que je me dis c'est pas crédible et ça se passerait jamais comme ça en vrai. Après, il y a le grand débat, est-ce que les livres doivent refléter la réalité ? Pas forcément. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est sympa aussi de s'évader, etc. Mais dans ce genre d'histoire qui pourrait se passer, moi j'aime bien avoir un ancrage assez réaliste qu'ici je n'avais pas. Et alors toute la romance, ça a été too much pour moi. Il y a vraiment des trucs qui m'ont super fort dérangé, que j'ai trouvé très cucu. Je sais que certaines personnes adorent et franchement, je peux comprendre pourquoi, mais moi, avant de lire un livre, je vais me mettre dans un état d'esprit bien particulier. Et quand je vais lire des romans de famille, j'ai envie d'avoir des secrets de famille surtout. Et ici, je trouve que l'histoire au présent gâche tout. Vraiment, pour moi, elle a
tout gâché. Dès que j'y arrivais, j'étais là, oh non, c'est encore l'histoire de Joe et il y a trop de trucs qui m'ont fait tiquer, il y a trop de trucs qui allaient pas pour moi. Et j'ai cru comprendre que c'était comme ça dans pas mal de romans de Clarisse Sabar. Donc que chaque fois l'histoire dans le passé était bien et que l'histoire dans le présent était assez cliché. Et c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui font des bonnes histoires de famille que moi j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur un roman dont je sais qu'au moins la moitié va m'agacer. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci. Donc c'est pas du tout une horreur de lecture, je vous le recommande quand même parce que ça se lit bien, c'est sympa. Mais pour moi, il y avait des points noirs, vraiment. Ensuite, de manière totalement imprévue, j'ai lu L'adversaire d'Emmanuel Carrère. À vrai dire, il était même pas dans ma pile à lire. C'est mon copain qui l'avait dans sa bibliothèque et après avoir regardé L'arnaqueur de Tinder sur Netflix, on a parlé et alors il m'a parlé de ce livre en pensant que je l'avais lu. Et je lui ai dit mais non, j'ai jamais lu ça. Et il m'a donné super envie et tout de suite j'ai eu peur. Hein. C'est une histoire qui m'a d'emblée fait super peur parce qu'en fait c'est basé sur un fait réel. C'est un fait divers qui s'est passé dans les années 90. Un homme qui s'appelle Jean-Claude Roman. Tout ce que je vais vous dire là, c'est pas un spoil parce que c'est vraiment la première page, même la première phrase du livre. Jean-Claude Roman a assassiné toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, parce qu'il était embourbé dans des mensonges par-dessus la tête. En gros, il s'est inventé une vie pendant des années, il a fait croire qu'il était médecin alors que c'était pas le cas, et il n'arrivait plus à s'extirper de tout ça, et donc il a préféré assassiner sa famille. C'est assez horrible, moi c'est le genre d'histoire qui me fait super peur. Alors mettez-moi devant tous les films d'horreur que vous voulez, racontez-moi une histoire comme ça et ça me traumatise. Pour vous dire, quand j'étais toute seule chez moi le soir, j'avais vraiment pas envie de le lire parce que ça me mettait mal à l'aise et que j'étais pas bien. Donc voilà, ça m'a quand même pas mal remué. Et en fait, ça va être ici l'histoire d'Emmanuel Carrère qui s'empare de ce fait divers et qui décide de raconter l'histoire de Jean-Claude Roman. Donc forcément, il va avoir des contacts avec cet homme pour pouvoir écrire son histoire et c'est vraiment glaçant. J'ai pas d'autre mot que glaçant. C'est un fait réel, donc difficile de vous dire ah j'ai adoré ou j'ai pas aimé. C'est juste voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire qui s'est passée, mais je trouve que la manière de raconter d'Emmanuel Carrère est assez intéressante parce que il essaye d'amener quelque chose de juste et de fidèle à la réalité. On voit qu'il s'est vraiment intéressé à qui est Jean-Claude Roman, quelles ont été ses étapes pour en arriver là, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre la correspondance d'Emmanuel Carrère et de Jean-Claude Roman avant que le roman ne soit publié, qu'on va suivre leurs échanges, leurs rencontres, qu'on va quand même comprendre la position d'Emmanuel Carrère, et je trouve que cet aller-retour est assez intéressant et permet de sortir du témoignage hyper classique, enfin c'est même pas un témoignage en fait, mais permet de sortir du simple fait de relater un fait divers assez médiatisé que beaucoup de gens connaissent. Alors moi, je connaissais pas, en même temps ça s'est passé en 93, j'avais 1 an. Donc je me trouve des excuses parce que peut-être que tout le monde connaît, tous les gens qui sont nés la même année que moi, mais moi je connaissais pas. Et ça m'a bouleversée, ça m'a fait assez peur. Par contre, seul petit truc qui m'a gênée, c'est que Emmanuel Carrère va souvent, alors comment dire ça, sans critiquer l'auteur que je connais absolument pas, sur lequel j'ai aucun a priori, mais parfois il ramène un peu les choses à lui et il raconte des choses de sa vie à lui pour parler de Jean-Claude Roman, et je trouve que c'est pas toujours très justifié, c'est pas toujours très intéressant. Il va nous faire 2 pages, je sais pas moi, sur un souvenir de lui à l'école primaire, mais ça n'apporte rien pour moi. Et ça c'est le seul petit point d'interrogation. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que je comprends pas l'intérêt derrière tout ça. Après, je pense que c'est une démarche qu'il a assez régulièrement parce que j'avais déjà lu de lui d'autres vies que la mienne et il mettait aussi beaucoup de choses de sa vie personnelle dans d'autres vies que la mienne, mais là je le comprenais mieux. Ici, parfois, j'ai été un petit peu perplexe face à l'intérêt de ce genre d'anecdotes supplémentaires. C'est très bref, hein, c'est vraiment concis. Je trouve que ça apporte pas grand chose à l'histoire.
Mais si vous aimez ce genre de faits divers, si vous aimez tout ce qui est série Netflix sur les tueurs en série et tout, à mon avis ça peut vous intéresser. En plus ça se lit hyper vite parce que c'est pas très très long, ça fait 220 pages plus ou moins, et ça se lit très bien. Et je vais terminer avec La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Ici j'ai un livre qui comprend 2 romans, j'ai aussi les 4 dedans, mais j'ai pas encore lu les 4. Donc j'ai juste lu La mystérieuse affaire de Styles en lecture commune avec ma petite sœur. C'était, je pense, mon 4e Agatha Christie. J'en ai pas encore lu beaucoup, donc j'ai encore beaucoup à découvrir. Pour l'instant, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc ouais, vous voyez, c'est pas un point lecture hyper folichon, il y a rien que j'ai adoré, mais il y a rien que j'ai détesté non plus, donc c'est déjà ça. Mais ouais, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé parce que c'est celui que j'ai trouvé le moins palpitant. Revenons au début, revenons à l'histoire. C'est l'histoire, mais d'ailleurs je crois que c'est le premier roman d'Agatha Christie, en tout cas c'est la première enquête d'Hercule Poirot, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Hastings et qui a un repos, il est parti à la guerre et puis il a un temps de repos et il va partir à la campagne en Angleterre dans une riche demeure qui s'appelle Styles Court, je pense, et la maîtresse de maison qui s'est remariée il y a peu de temps, qui a 2 beaux enfants avec qui elle s'entend assez bien, mais elle s'est remariée à un homme que tout le monde déteste dans la maison. Bah, cette femme va être assassinée alors que Hastings logeait dans la maison. Et il a un bon ami, Hercule Poirot, qui est aussi dans l'entourage, qui est dans la même petite bourgade et qui va venir enquêter et essayer de comprendre qui a tué cette femme, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, il y a plein de choses qui sont cachées là-dessous. Je trouve que le début est un peu dur à prendre en main parce que Agatha Christie va nous présenter sa galerie de personnages de manière assez rapide. Donc c'est pas facile d'assimiler qui est qui, surtout que par exemple la dame qui a été assassinée, elle s'appelle Inglethorpe, mais elle a aussi un autre nom parce que ses beaux-enfants ont un autre nom, parce que son mari d'avant en fait avait un autre nom, enfin bref. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal, mais après une fois que vous connaissez les quelques personnages, ça roule assez facilement. L'enquête elle est hyper bien menée, c'est millimétré, c'est hyper précis. Vous avez l'impression d'être dans un Cluedo géant. Donc vous avez Hercule Poirot qui est incroyable comme d'habitude, qui va savoir poser les bonnes questions au bon moment, qui a son œil partout, qui remarque le moindre petit détail et qui va à la fin vous faire un exposé absolument dingue sur tout ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Pour moi le réel problème c'est qu'il n'y a pas eu de moment de grosse tension. Il y a quelques petits moments qui vont accélérer l'intrigue, mais ça reste toujours relativement calme et je sais que c'est toujours comme ça dans la Agatha Christie, mais ici ça m'a plus choqué que les autres. Il y a eu certains moments où je me suis légèrement ennuyée. Voilà, ça sert à rien de vous le cacher, je me suis parfois légèrement ennuyée, et pourtant je reconnais tout le talent d'Agatha Christie parce qu'elle arrive à nous proposer une résolution qui est complexe, qui est fouillée, qui est travaillée, mais ça manquait un peu d'action pour moi. Peut-être que j'ai manqué aussi un peu d'attachement aux différents personnages, et en tout cas ça a un peu moins bien fonctionné sur moi que les autres Agatha Christie que j'ai lues jusqu'à maintenant, même si le final reste très impressionnant. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!